Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour le 34e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors j'espère que vous allez bien, pour moi c'est les vacances sous le soleil. Je peux vous dire que les dernières séances, elles m'ont donné chaud parce qu'après un épisode polaire il y a 15 jours, aujourd'hui c'était short, t-shirt, donc c'est plutôt agréable, je dois vous avouer, de courir dans ces conditions. J'aurai ce samedi un petit test de course, alors organisé par mon coach David, qui m'a demandé de choisir une distance et d'établir une prédiction. Donc je verrai. Donc j'ai choisi de m'aligner sur un 5 km et puis je vous donnerai plus de détails sur ce chrono dans les prochains épisodes. Alors je voulais faire un petit coucou à mes fidèles auditeurs, dont Eric d'Annecy qui m'a laissé un petit message, petite évaluation sur Apple Podcast, qui nous dit: instructif, Seb anime un des plus sympas podcasts sur la course à pied, je suis fan. Alors un grand merci Eric du côté d'Annecy, région que j'apprécie et que j'aime particulièrement. Et si vous voulez faire comme Eric, laissez-moi votre avis sur Apple Podcast et puis abonnez-vous. Instagram, Facebook, je serai ravi d'échanger avec vous. Alors dans l'épisode du jour, je reçois un passionné de sport, en la personne de Laurent Desmet, qui est un professeur d'éducation physique et sportive. N'allez pas lui dire qu'il est prof de sport, il est bel et bien prof d'éducation physique et sportive dans la région d'Étampes. Laurent est un coureur passionné, il est amoureux des grands espaces et de la nature après avoir réalisé une très belle carrière sur route mais également sur piste. On évoquera avec lui sa passion, ses envies de grands espaces mais également un autre pan de son activité liée au sport puisqu'il est coach, il encadre à la fois des jeunes dans un club d'athlétisme mais également des adultes donc qu'il prépare pour différentes compétitions. En parallèle, Laurent est également ambassadeur de la marque Salomon, donc nous verrons avec lui en quoi consiste ce rôle d'ambassadeur. Alors je vous laisse en compagnie de Laurent pour un épisode relativement long. Nous avons été bavards et nous nous sommes laissés un petit peu emporter par notre passion commune pour la course à pied. Mais voilà, je vous souhaite de passer un agréable moment en écoutant ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors bonjour Laurent, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. On est collègues, donc on travaille tous les deux pour l'éducation nationale, mais toi tu es donc prof d'éducation physique et sportive. Faut pas que je dise prof de sport, parce que tu vas me taper sur les doigts sans quoi. Je vais te laisser te présenter, donc déjà personnellement, voilà, façon identité, état civil, ce qu'on peut demander à nos élèves le jour de la rentrée. Bonjour Sébastien. Donc effectivement, on est collègues. Je suis donc prof de PS, comme mon papa, comme ma maman et comme mon grand frère. Donc on est quatre profs de PS. Donc on n'est pas prof de sport car on travaille comme toi pour le ministère de l'Éducation nationale et non pour le ministère des Sports. Voilà. Sinon, j'ai bientôt 46 ans. Je mesure 1m75. Je pèse 72 kilos. Je suis papa de 3 filles, Marine, Océane et Mélia, qui ont respectivement 14, 12 et 9 ans. Donc voilà, ce sont mes fiertés. Même si parfois, je t'avouerai que je les renverrais bien en colissimo, loin, mais bon, c'est la prunelle de mes yeux. Donc moi, je suis prof depuis 2000, donc ça fait presque 21 ans que je suis prof dans l'enseignement. C'est mon deuxième établissement. Je travaille dans le 91, donc je suis prof dans un établissement privé catholique où on fait primaire, collège, lycée. Mais moi, je n'enseigne que dans le collège et lycée. Donc c'est cool parce que je touche de la sixième, un public de la sixième à la terminale. Donc ça fait un écart assez grand, mais c'est sympa parce qu'on voit un petit peu l'évolution de nos jeunes. Et parfois, j'ai même des jeunes que j'ai de la sixième presque à la terminale. Ça crée des liens et c'est plutôt sympa. Et même sorti de l'établissement, parfois avec certains élèves, on reste en contact via les réseaux sociaux, on se suit, comme ça on voit un petit peu aussi après lycée que nous, on les perd de vue. Voilà. Sinon, j'ai touché
un peu à tous les sports, étant jeune, étant fils de Oui, c'est prof ce que de j'allais te dire. PS. Justement, d'où vient ta vocation pour le sport avec un papa et une maman prof de sport? Voilà, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Exactement, je suis tombé dedans quand j'étais petit et ma passion numéro une, finalement, je sais même pas si c'est faire du sport. Ma passion numéro une, c'est transmettre des choses, apporter des choses aux autres. Et ça se fait par le biais du sport, mais j'ai toujours aimé aller vers les autres et aller aider les autres. Voilà, c'est vraiment le truc qui m'a toujours plu. Et effectivement, moi, la passion du sport, j'ai commencé à marcher sur les tatamis. Mon père est huitième dan de judo. Il a été entraîneur de l'équipe de France de judo. Euh, voilà, il a 56 titres internationaux. Il a été champion d'Europe. Voilà, il a été entraîneur de l'équipe de France au JO de Munich. Voilà, lors des attentats. Voilà, donc j'ai appris à faire du judo tout petit. Puis après, mon père n'a jamais voulu me forcer. J'ai voulu faire du hand. Je suis passé au hand. Après, j'ai voulu arrêter. Je me suis mis au tir à l'arc, à l'escrime, au baseball. J'en ai fait un petit peu. Et puis voilà, je suis revenu au hand, au judo pour préparer les concours d'entrée. Qu'à l'époque où moi je suis rentré en STAPS, il y avait un concours d'entrée sportif avec plusieurs épreuves. Donc, je me suis remis au hand et au judo. Et après ça, bah, je suis passé au roller, inline, roller de vitesse. Voilà. Et j'ai déménagé. Le club était assez loin. Donc, je me suis dit, bah, faut que je continue. Je me suis mis au badminton et à la course à pied. Et je me suis rendu compte quand même que courir tout seul, bah, c'était compliqué. Et de courir tout seul, bah, je suis passé au club. Voilà. Donc, intégration d'un club. Depuis combien de temps tu cours en club? Je cours en club depuis 2011. Voilà. Donc, ça fait une dizaine d'années que je cours en club. Alors, j'ai arrêté de courir en club depuis quelques années parce que j'ai commencé le club, bah, justement parce que je faisais de la route. Donc, j'ai été m'entraîner sur la piste avec les loulous qui préparaient des 10 kilomètres, des semis et des marathons. Donc, je me suis mis à m'entraîner avec eux, à progresser rapidement. Euh, Avant d'arriver au club, je faisais mon 10 kilomètres en 40 minutes. Et du coup, je me suis entraîné, le petit goût du sang le petit goût de sang dans la gorge, là, dans la bouche. Je l'ai eu à pas mal d'entraînements au début. Et puis, bah, j'ai vite progressé parce que j'aime me faire violence et j'aime me donner à fond. Donc, je m'entraînais au club et en dehors du club. Je faisais, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des entraînements tous les jours et parfois même à doubler mes entraînements, faire un entraînement le matin, un entraînement le soir. Et en une année, je passais de 40 minutes à 36 minutes 14 sur un 10 km. Donc, j'ai vite progressé. Mais cette progression, entre guillemets, elle a eu un coût. Parce que j'ai aussi fait du semi. Donc, j'étais en 1h19 sur un semi. Alors, c'est pas extraordinaire, mais tu vois, je suis monté assez rapidement parce que je m'entraînais dur. Mais la conséquence, c'est que je me suis chopé deux belles grosses tendinites sur les tendons d'Achille. Et donc Euh, là, un arrêt obligatoire et fini peut-être bah, ces grosses séances. même Même pas pas? un arrêt obligatoire. En fait, tout le monde voulait que je m'arrête. Le médecin, quand on m'a fait une échographie des tendons d'Achille, on m'a dit non, mais il faut que vous arrêtez de courir. Et j'ai dit non, mais là, je suis dans une passion, j'ai mis le doigt dedans, c'est mort, je peux pas m'arrêter de courir. Je peux arrêter le sport parce qu'on a une douleur quelque part. Tu vois, c'est comme le truc pendant un temps, on disait, t'as mal au dos, arrête-toi. Et maintenant, on s'est rendu compte que non, t'as mal au dos, va marcher, va faire du sport. Faut faire attention, Raisonnablement, oui. raisonnablement, tu vois, mais il faut pas s'arrêter, s'allonger dans le lit ou dans le canapé pour dire j'ai mal au dos, je bouge plus. Bah là, c'était pareil en fait. En lisant un petit peu les études à droite à gauche, je me suis rendu compte que pour enlever une tendinite, qui est une inflammation, il fallait une vascularisation. Donc j'ai été traité par mon kiné, ma kiné, qui m'a vraiment suivi là-dessus, qui m'a fait justement de l'électrostimulation, mais en mode vascularisation autour du tendon d'Achille, et qui m'a dit mais continue à trottiner. Par contre, plus de bitume, plus de piste, parce qu'en fait la piste, ce qui a été traumatisant, c'est que le tartan, il renvoie Le retour la d'énergie vibration. finalement, oui. Voilà. Et quand tu sais pas te servir de la piste, quand tu n'as pas une bonne foulée ou que tu tabasses parce que tu es trop fatigué, donc tu tapes avec le talon, tu renvoies toute l'énergie dans ton tendon d'Achille et beaucoup de gens en fait se flinguent sans savoir pourquoi. On se dit mais attends, le tartan c'est mou, ça absorbe, mais non en fait, faut savoir se servir du tartan. Et j'ai vite compris que je ne savais pas me servir forcément du tartan. Donc j'ai arrêté de courir sur piste et sur route et je suis parti dans les forêts à m'entraîner en forêt. Que j'avais fait un petit peu
de course verte, tu vois. Et ça m'avait plu, donc je me suis dit, allez, je trottine. Et trottiner dans la forêt, et ben à un moment donné, avec les soins, après, j'ai fait pas mal de soins. J'ai été voir kiné, ostéo, éthiopathe, pas le marabout, mais j'étais pas loin d'aller me faire désembouter les tendons On essaie de d'Achille. se raccrocher à toutes les Ah ouais, personnes qui peuvent nous sortir de ces blessures. Donc, ça a duré combien de temps, tout ça, ce temps ça a de duré soins? une très grosse année, ouais. Une très grosse année, mais je continuais à courir et Oui. donc je courais en forêt et au fur et à mesure, bah, les tendinites se sont résorbées. J'ai plus rien. Enfin, c'est complètement parti au bout d'un an, un an et demi. Les tendinites sont complètement parties et suite à ça, bah, je continuais à courir et à allonger les distances en forêt, en nature, en montagne. Parce qu'après, du coup, je passais au trail de montagne. Et voilà, parce que c'est complètement différent aussi le trail de montagne où il y a des moments donnés, bah, à mon niveau, on marche dans les côtes. Bah, tu as une variation d'allure plus importante que quand tu fais un 10 km, un semi ou un marathon où tu ton chrono, tu dis, faut que je tourne en tant de temps, pam, 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 et t'envoies. Et c'est là où bah, tu te fais, pour moi, beaucoup plus mal que quand je pars en trail, surtout en trail de montagne, quoi. Oui, là, tu as trouvé finalement un terrain de jeu qui te correspond plus et depuis, plus de blessures. Rien. Donc là, tu es Non, bah, pas tranquille, là-dessus en tout cas. pas sur les tendons. Non, pas sur les, pas sur les tendons. Faites du sport, qui disait. Exactement. Alors, si on revient sur là ta profession, le métier de prof d'éducation physique et sportive, toi qui es passionné, qui, comme tu l'as dit en début d'interview, tu as touché à de nombreux sports, quel est ton regard sur les jeunes et la pratique du sport à l'école? Est-ce que tu les trouves investis, motivés? Il y a beaucoup d'études qui montrent que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus sédentaires, qu'ils bougent de moins en moins. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates et comment tu y remédies en tant qu'enseignant? Est-ce que tu as des Alors, astuces? ouais, elles vont pas forcément plaire. Alors, effectivement, je trouve que les jeunes de plus en plus ont du mal à s'investir sportivement, ont du mal à sortir si les conditions climatiques ne sont pas optimales. Et quand je parle de conditions climatiques optimales, c'est même pas un super beau temps. Parce que s'il fait trop beau, il fait trop chaud. S'il fait trop chaud, on va transpirer. Donc si on transpire, c'est pas top. Si il pleut, bah, on est tout mouillé. Et si dehors ça gèle, bah, on a froid. En fait, plus ça va, plus ils ont du mal à, à s'investir pleinement, quelles que soient les conditions. Je parle pas de l'ensemble, hein. Je parle d'un petit noyau qui grossit au fur et à mesure. Avant, il y avait qu'un tout petit noyau et cette difficulté à investir l'élève dans le sport, on le retrouvait essentiellement en quatrième et en troisième. Tu vois, c'est un niveau un peu difficile avec l'adolescence et tout, où L'adolescence, les oui. jeunes, les jeunes un peu en rébellion face aux profs, face à beaucoup de choses et avaient du mal à, voilà. Maintenant, c'est même pas une rébellion, mais c'est, tu vois, dès la sixième, plus ça va, plus le sixième, qui était une pile électrique avant. Avant, tu disais, on fait un tour de terrain, il finissait le tour de terrain, il dit, ah, monsieur, on y va, on peut refaire un, on y va. Maintenant, c'est, ah, monsieur, je me suis fait mal à la cheville en faisant le tour. Et t'as mis le pied quelque part? Non, je sais pas, je courais, j'ai mal à la cheville. Hop, il y en a un deuxième qui arrive, ah, j'ai mal à la cuisse. Monsieur, j'ai un peu mal au dos. Monsieur, j'ai un peu du mal à respirer. Enfin, là, à un moment donné, tu fais, alors, qui n'a rien, quoi? Et de plus ça va, plus tu te rends compte que le nombre d'élèves en sixième qui ont du mal, et j'en parle avec mes collègues, tu vois, il est grandissant, donc vraiment grandissant. Alors, moi, j'ai ma vision des choses. Je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux, les consoles de jeux, Netflix et tout ce qui va avec, hein, Canal, Netflix, enfin, tout ce que tu peux avoir comme chaîne à profusion via la télé, bah, fait qu'ils sont de plus en plus intéressés par ça, quoi. Euh, à mon époque, voilà, nous on prenait les vélos, on allait chez les potes, Oui. on faisait des tours en vélo avec des potes, on allait se promener. De nos jours, il y en a de moins en moins. Tu vois, il Moi, y en a de moins en moins.
quand je leur dis j'ai vécu à une époque où il n'y avait pas Internet et où il n'y avait pas le téléphone, bon, voilà, je leur dis c'était au siècle précédent, donc on passe un peu pour des ancêtres. Mais il est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, bon, j'ai fait le test avec une de mes classes, c'est voilà, des heures et des heures passées sur les portables et ben, on constate que ne serait-ce que de marcher, hein, c'est pour eux compliqué. Et ma collègue, donc enseignante en EPS, me le disait, déjà de les conduire sur les structures avant même de faire le sport, c'est déjà une épreuve pour certains. Alors, quelles astuces, comment toi tu arrives à les intéresser, toi le passionné, est-ce que tu arrives à les faire courir un petit peu quand même? Bah, c'est ça, en fait, toi, c'est là où tu vois la passion de ton truc, entre guillemets, c'est que je me rends compte, hein, on enseigne différentes activités et quand tu enseignes une des activités que tu aimes bien faire, tu arrives à motiver un grand nombre. Quand tu t'es amené à devoir enseigner une activité que tu aimes un peu moins, du coup, tu maîtrises un peu moins l'activité, bah, ça se ressent. Tu sens que tes cours, ils sont pas aussi performants. Tu sens que les élèves sont un petit peu moins investis quand même. Donc moi, bah, déjà, j'adore le sport. Donc généralement, je leur transmets ça et je suis assez pile électrique dans mes cours. C'est-à-dire, je bouge partout, je parle beaucoup, je motive et après, je braille beaucoup. J'ai Oui. une voix qui porte. Et J'ai tu une n'as voix qui pas que porte. le sifflet à la bouche au milieu du terrain. Donc, tu t'investis et tu bouges avec eux. Non, ouais, d'un bout à l'autre du stade, ils m'entendent. Hein. Quand je dois gueuler après un élève pour lui dire d'arrêter de marcher et de courir, sinon ça allait chauffer pour lui. Généralement, il m'entend et il s'y met parce qu'il sait que derrière, on va être amené à faire, voilà, faire des exercices supplémentaires pour lui. Et ma spécialité, c'est les fentes avant. Voilà, travailler les fentes avant, faire chauffer un peu le cuisseau. Parce que quand ils me disent, ah, mais je suis mal, je peux pas courir. Ok, tu peux pas courir? On va faire des fentes avant. Ça, c'est pas dur. Tu descends ta jambe, tu avances un pied, tu descends ta jambe. Tu avances un autre pied, tu descends ta jambe. Et ça, ils peuvent le faire, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé le truc. Et là, je veux dire, ils font un aller-retour de fente avant que je leur fais faire. Généralement, ils recommencent pas, ils s'investissent. Moi, je demande pas à ce qu'ils soient performants. C'est ce que j'essaie de leur expliquer. C'est de plus en plus dur par rapport à toutes les contraintes qu'on peut nous donner bien souvent Oui. de compétences à évaluer et tout ça. Et ça, je pense que si mes collègues m'écoutent, ils vont rigoler sur tout ce qui est compétences. Mais voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, je pars du principe que mon objectif, c'est que mes élèves soient en action. J'ai une activité, moi j'ai un métier, une discipline où les gamins doivent être en activité. Pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important. Alors, je sais, l'IPR est venu me voir, il m'a dit oui, mais remplir des fiches, faire des critères d'observation, tu vois, tout ça, c'est Oui. aussi important. Je suis d'accord, c'est important, mais pour moi, c'est pas la base de mon métier. La base de mon métier, c'est que le gamin, il se dépense, qu'il y ait une dépense physique. Pour qu'il y ait une dépense physique, c'est pas qu'il reste assis avec son crayon, sa feuille, c'est qu'il bouge. Et le but du jeu, pour moi, c'est que le maximum d'élèves pendant ma séance bougent. Voilà. Donc ça passe par voilà, tu veux pas, bah tu fais des fentes avant. Il l'a fait une fois, je peux dire qu'il revient plus et il fait les choses. Moi, c'est vraiment ce que je veux et j'essaie de leur faire comprendre, c'est que je demande pas à avoir des sportifs hors normes. Sinon, je sais pas, c'est pas là que j'irai travailler. Je passerai des diplômes pour encadrer dans des clubs où là, t'as des niveaux vraiment élevés. Moi, ce que je veux, c'est juste un investissement. À partir du moment où l'élève s'investit, j'arrive toujours à trouver chez lui ce qu'il faut pour réaliser toutes les compétences. C'est uniquement ça. Moi, je veux qu'il l'essaye. Tu vois, le gamin, quand et c'est ça qui fait la beauté de mon métier, c'est ce que mon père m'a appris. Il m'a dit, tu sais, dans notre métier de prof de PS, contrairement à, par exemple, quelqu'un qui est béniste, il va construire un meuble. À la fin, le béniste, le menuisier, tu vois, il a fait son meuble, il le regarde, il fait, waouh, j'ai fait un Il y a le sacré beau résultat meuble, tu qui est vois. Il y a le palpable et résultat. qu'on peut justement observer. Voilà. Tu vois, en gros, toi, prof de PS, bah, le fait de respecter les règles, le fait de ceci ou de cela, ou de savoir, bah, tu le vois pas vraiment. Mais il y a un moment qui est énorme. Tu vois, j'ai eu un sixième. Quand tu as des cas comme ça, c'est super. Et moi, j'adore parce que j'arrive à en avoir quelques-uns. Pas tout le monde, mais t'en as quelques-uns. Le gamin, sixième, ne savait pas faire une roulade avant. Pas du tout. Plan incliné, en mousse, machin, le truc, vraiment la condition optimale, il n'y arrivait pas. Je l'ai pris. On a été tout doucement, tac, tac, tac. Roulade avant sur le plan incliné. Puis on est passé roulade avant sur le sol. Les roulades arrière, plan incliné, roulade arrière sur le sol. Il m'a fait son enchaînement, plus ou moins fait, mais au moins les roulades avant étaient maîtrisées. L'année d'après, je le récupère en cinquième. Maintenant, il sait faire roulade avant, roulade arrière, roue équilibre. Tu vois, la TR. Et ben là, tu fais waouh.
Voilà, mon métier, il est là. Alors, mon but, c'est pas qu'ils apprennent à faire ça, mais c'est que le gamin, il est parti de ne pas savoir faire, il m'a fait confiance et on a appris ces petites choses qui l'ont fait progresser. Et lui s'est senti valorisé parce qu'il a vu qu'il était capable. Et si je suis capable en EPS, bah, qu'est-ce qui me dit que je ne serais pas capable en maths, en Ouais, on peut histoire et dans transposer la vie de tous finalement. les jours? Ouais, on peut Bien sûr. transposer, avoir ce goût de l'effort. Alors, j'aurais aimé, Laurent, t'avoir comme prof de sport parce que je ne suis pas capable aujourd'hui, à presque 40 ans, de faire une roulade avant, ce qui fait rire mes enfants, mon épouse. Et quand on faisait les cours de gym au collège, je faisais du saut dans le cheval, pas par-dessus, dans le cheval carrément. Donc, Ah autant dire ouais. que la gymnastique, ben voilà, si j'avais eu peut-être un prof passionné comme toi, j'aurais peut-être pu performer en gymnastique. Mais effectivement, ce goût de l'effort, ce dépassement, on l'a vécu nous au lycée avec une classe que l'on a préparée, classe de BTS, pour monter le Ventoux. À la base, rien ne prédisposait nos élèves à gravir ce mont Chauve emprunté par le Tour de France. Et puis, semaine après semaine, sortie après sortie, eh ben, on a trouvé les jeunes vraiment motivés et investis. Et au final, ben, on est tous arrivés en haut du mont Ventoux. Preuve, justement, par le sport, hein, ce que tu disais, que l'on peut transposer ensuite ce goût de l'effort sur la discipline professionnelle, quelle qu'elle soit, dans un métier. Donc, je pense que oui, le prof d'EPS a quand même une place prépondérante et on ne doit pas le mettre de côté comme c'est parfois le cas peut-être dans certains conseils de classe. Ouais. Alors moi, on en a parlé, mais j'ai de la chance dans mon établissement à Institution Jeanne d'Arc. Je fais un petit coucou. Au passage, à Étampes, j'ai de la chance, c'est que on est vraiment tous soudés, tous les profs, quelles que soient les matières. Le prof de PS n'est pas mis sur le côté, ou le prof de musique, ou le prof d'art plastique, ou quoi que ce soit. On est une bonne équipe. Moi, je suis professeur principal, donc j'ai une responsabilité dans une classe. J'ai un autre collègue, donc on est 4 profs de PS qui est aussi professeur principal, et un troisième qui est professeur principal, et en même temps, comme on est en établissement privé catholique, qui est responsable de niveau pour les cinquième, quatrième, donc tu vois, poste à responsabilité, en plus d'être professeur principal et prof de PS. Donc nous, on est vraiment écoutés lors des conseils de classe. Ça, il y a pas de problème. Un élève qui est très doué, mais qui en EPS montre vraiment de la désinvolture. Bah, si nous, on s'oppose à des félicitations ou des compliments, personne ne trouvera à redire. Comme un élève qui est brillant partout et en maths n'en fiche pas une, pas qu'il ne réussit pas, mais n'en fiche pas une. Les profs peut s'opposer à des félicitations. Il n'y a pas de problème, on l'écoute et nous, on est écouté à ce titre-là aussi, quoi. Effectivement. Alors, ta carrière donc de prof de PS, est-ce qu'elle t'a aidé dans ta pratique du running aujourd'hui sur le plan physiologique, sur le fait de te connaître? On a parlé tout à l'heure de tes blessures liées à une utilisation peut-être de la piste de la route. Tu as basculé aujourd'hui vers les courses nature et plutôt la montagne. Est-ce que ça t'aide dans ta pratique d'avoir justement cette connaissance liée à ton cursus universitaire et à tes études en STAPS? Ouais, bien sûr, bien sûr. On a appris pas mal de choses. Moi, j'ai appris aussi à remonter la pente après de grosses blessures, parce que quand j'étais en STAPS, je me suis blessé. Enfin, avant de rentrer en STAPS, juste avant de rentrer en STAPS, je me suis fait les ligaments croisés en faisant du judo sur un premier genou. Et 6 ans après, je me suis fait les ligaments croisés antérieurs sur l'autre genou, sur le deuxième genou, en jouant au hand. Tu vois, mais je pense qu'il était fragilisé. Sur un double appui, clac, il s'est pété. Donc, j'ai appris aussi ce que c'était que la douleur, j'ai appris ce que c'était que les blessures, ce que c'était que de devoir regarder les autres et remonter au fur et à mesure la pente, retrouver son niveau. Donc, oui, maintenant, je fais attention, je prépare au mieux. Je suis un peu moins tête brûlée que je pouvais l'être quand j'avais 20 ans. Mais en même temps, j'en avais 46. Donc, forcément, je suis un peu moins tête brûlée. Mais j'ai appris aussi la gestion de l'effort, tout ce qui est de la physio, de la natte, on apprend et on apprend à mieux se connaître, à mieux réfléchir. On a aussi fait, tu vois, un petit peu de psychologie pour apprendre aussi à connaître nos élèves, mais ça, tu peux aussi faire ça pour toi et essayer d'apprendre à mieux te connaître. Maintenant, le fait de, tu sais, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Moi, quand j'emmène mes gamins dehors et qu'ils pluviotent un peu, je vais courir aussi quand il pluviote.
tu vois. Sauf que je leur explique que moi, je prévois mes affaires. Et je leur dis tout le temps, prévoyez vos affaires. Vous devez avoir des affaires de rechange, vous prévoyez-les. Si vous les avez pas, faut pas venir me voir après. Faut pas me dire, ah, monsieur, mais je vais avoir les pieds mouillés. Bah ouais, mais t'es censé avoir une paire de chaussures de rechange et une paire de chaussettes de rechange et ton survêtement de rechange, ton t-shirt de rechange, ton pull de rechange. Et s'il pleut, tu vois qu'il pleut, bah mets un caouet dans ton sac. Tu vois. Il n'y a pas de mauvaises conditions climatiques, il n'y a que de mauvais équipements. Dixit, Johan Stepp. Effectivement, un petit coucou à Johan qui, voilà, j'espère écoutera ce podcast et viendra discuter de sa pratique sportive dans un futur épisode. Sur le plan donc professionnel, donc professeur de sport, est-ce qu'à l'extérieur, tu encadres également ou tu n'encadres plus dans un club ou dans une association? Est-ce que tu dispenses tes conseils à peut-être des adultes cette fois-ci? Alors, j'ai deux casquettes, du coup, j'en ai qu'une sur la tête, mais j'en ai deux autres en dehors de mon boulot de prof de PS. D'une part, je suis coach sportif. En fait, voilà, je prépare les gens qui ont envie de progresser pour la route ou le trail. Je leur fais des plans d'entraînement, je fais un suivi des athlètes. Alors, je ne cours pas avec eux parce que j'ai des athlètes en plus qui sont dispersés un petit peu partout, mais on communique régulièrement, on s'appelle régulièrement, on s'envoie des messages régulièrement pour voilà, pour faire avancer les plans d'entraînement que je dispense semaine après semaine en fonction de leur ressenti, de l'évolution aussi de leur performance. Et ça, c'est glorifiant quand tu as un athlète qui te dit voilà, moi je suis à peu près en 4 heures sur le marathon, mais là je veux faire un marathon. Je veux descendre en 3h40, en 3h45 sur marathon. Donc, tu le prépares et tout. Tu lui fais faire le seuil, le fractionné, un peu de séance de côte, histoire de faire de la résistance, des trucs comme ça. Et à un moment donné, tu lui dis, tiens, vas-y, on va tester sur un semi. Alors, à ce moment-là, il n'avait pas trouvé de semi. Il a dit, je vais prendre quelqu'un qui va se mettre en vélo pour m'accompagner et me motiver. Et au vu de son temps, je fais, hop, hop, hop. Mais là, on part pas pour 3h45, on part pour 3h30 sur le marathon. Enfin, tu vois, on regagnait encore. Lui, c'était son objectif 3h45. Et je lui dis là, mon loup, on part pour 3h30 sur marathon. T'as pas le droit de faire moins. Vu ce que tu viens de faire sur un semi, tu me fais 3h30 au marathon. Et il finit en 3h25 sur marathon. Tu vois, le marathon qu'il a fait, donc un marathon avec dossard et tout. Hein. Et là, enfin, tu fais waouh, il part, lui, il veut être à 3h45 et tu arrives à le motiver, à l'entraîner, à lui faire mal, hein, parce que il me disait, putain, mais tes séances, Lolo, ça fait mal. Ouais, mais faut savoir ce que tu veux. On n'a rien sans rien. Il faut faut taper dedans. Ouais, ouais. Et donc voilà, donc il a tapé dedans et il s'est rendu compte que waouh, il était capable. Alors après, si je le rentraîne pour le prochain marathon, on va pas passer de 3h25 à 3h, hein, parce que sinon les Kenyans, tenez-vous, hein, je suis là, je suis coach. Non, mais voilà, tu vois, au départ, on a dégrossi le truc, on lui a fait rentrer dedans et il a encore une marge de progression, il peut encore descendre, tu vois. Le 3h15, il est là dans les pattes, mais pareil, c'est encore des heures et des heures d'entraînement. C'est ça que je te disais aussi. Pour moi, en ce moment, j'ai pas envie de faire parce que je ne vois pas de dossard intéressant ou de visibilité sur les courses à venir. Quand je dis pas de dossard intéressant, il y a plein de courses super intéressantes. Je vais me faire taper sur les doigts. Mais par rapport à ton profil, à mon profil et de me dire voilà, ce que je veux, c'est une course où on arrive sereinement, on n'est pas dans le stress, elle va être annulée, pas annulée. Voilà, je vais être sûr qu'elle soit maintenue, pouvoir m'entraîner et c'est pareil que ce que je donne à mes athlètes, c'est-à-dire ce que je donne à faire à mes athlètes, c'est ce que moi je m'inflige, voire parfois pire, parce que souvent je leur mets 3 entraînements par semaine. Moi, je m'entraîne tous les jours. Des fois, je vais 15 jours, je me mets un jour de repos. Et ça m'arrive de doubler. Parce que comme j'aime bien partir sur des ultras, des courses de plus de 100 bornes. Pour faire ton volume, il te faut. Ouais, pour doubler. faire mon volume. Ouais. Alors, je fais une séance de footing très légère et tout. Et une séance où je vais faire du qualitatif, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est ma première casquette de coach où je fais les plans d'entraînement. Et j'ai une autre casquette qui est entraîneur en club. Donc, j'entraîne des jeunes au club de Méryville. Voilà. Et donc ça, c'est pareil, c'est super intéressant parce que ce sont que des jeunes qui viennent parce qu'ils en ont envie. On a mis les choses au point. J'ai demandé qui voulait faire de la compétition et qui venait juste pour le côté ludique et parce qu'ils en avaient envie ou avec voilà papa maman qui les ont attrapés que toi tu vas faire de l'athlé. Voilà, donc on a discuté. Donc voilà, ma grande majorité sont des gamins qui veulent faire de la compétition et bah je leur ai dit par contre voilà, il n'y a pas de secret.
On n'a pas rien sans rien, quoi. Il faut y aller, faut sortir les doigts et se faire violence un peu à l'entraînement, même si on est un petit peu jeune. Il faut y aller. On adapte quand même. On fait pas les séances d'adultes, mais on adapte. Mais je peux vous dire que ils se font mal, quoi. Ils y vont, quoi. Et du coup, tu vois les progressions et tu vois les capacités des uns et des autres. Et j'ai qu'une hâte, c'est ok, moi j'ai envie de refaire de la compète pour moi, mais j'ai hâte d'aller un week-end en meeting, en compète avec mes jeunes pour voir ce que ça va donner et voir leurs yeux briller quand ils ramèneront des résultats, même s'ils font pas de podium, qui passent péter des chronos, qui passent, tu vois, des trucs super intéressants. Le podium, c'est bien, mais le mieux, c'est de réussir à le dépasser et d'être satisfait de ce que tu as fait, quoi. Est-ce Pour que moi, tu penses que ces jeunes sont plus malléables que les adultes que tu peux encadrer sur le plan de l'effort, du dépassement? Sur ces jeunes qui sont motivés, on n'est pas sur le profil élève que tu peux avoir dans ton établissement scolaire. non, ça va parce que pareil, quand des gens veulent faire du coaching avec moi, après c'est pas pareil parce que les adultes, je ne les vois pas s'entraîner. Je leur mets des plans d'entraînement, je suis ce qu'ils font après via les applications de montres, que ce soit Garmin, Sunto, Polar, j'en passe et des meilleurs. Mais je les ai pas en face de moi. Alors que les jeunes, je les ai en face de moi, tu vois, tu les as en visu. Donc, tu peux même, là, moi, ce qui m'intéresse aussi, quand je les ai en visu, c'est que je les corrige aussi techniquement. Tu leur donnes la séance, tu leur dis, voilà, on va faire tel exercice. Et là, tu corriges les postures, tu corriges la gestuelle, car tu sais que la gestuelle, c'est à cet âge-là, c'est quand ils sont petits, quand ils ont entre 11, enfin, même avant, quoi, tu vois, mais à 11, 14 ans, il faut vraiment les corriger, quoi. Tu sais, un adulte, moi je vois quand j'étais au club, donc au club des Tempes dans le 91, quand on essaie de corriger les adultes, ils disaient ouais mais c'est bon, je suis trop vieux, ça sert à rien, moi ce que je veux c'est courir, je veux me faire ma séance, je me fais de violence, ça me suffit. Mais tu te rends compte que non, non, ta foulée elle est trop petite, allonge ta foulée, tire sur tes bras, place ta tête, gaine-toi, tout ça, si tu le fais, bah, tu vois que tu améliores tes performances. Mais oui, c'est du boulot parce qu'un défaut d'adulte, c'est super dur à corriger. Alors que les enfants, tu leur corriges quand ils sont petits, ils acquièrent une bonne posture, une bonne motricité. Et voilà, c'est un gain pour les années à venir, quoi. Et sur le plan de l'apport mental du coach, est-ce que tu penses que c'est quand même un plus? Si les gens viennent te chercher, c'est qu'ils attendent de toi d'être boosté, peut-être bousculé dans leurs Ah habitudes. ouais. Quel est le retour de ces athlètes que tu as, entre guillemets, connus à un moment où leur performance était à un niveau et qu'ils ont dépassé par la suite? Est-ce qu'ils, eux, ont constaté vraiment un net changement dans leur attitude et dans Ouais. leur façon de s'entraîner? Ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce que comme je te dis, moi je leur donne des séances qui sont au fur et à mesure de plus en plus dures, de plus en plus violentes. Et voilà, des fois ils me disent, mais là, ça sera pas possible. Je dis, mais si, c'est possible. Si, c'est possible. Teste, tu verras. Fais-toi mal. Par contre, je te le dis tout de suite, tu vas avoir le goût du sang dans la bouche. Tu vas vraiment avoir mal. Mais tu es capable de sortir les doigts de la haute et d'y arriver, quoi. Et donc, ils arrivent aussi à prendre conscience que finalement, ils pensaient être au bout de leur limite, mais que leur limite, elle est beaucoup plus loin et qu'ils sont capables d'aller plus loin. Et c'est le coach, il est là pour ça aussi, pour te montrer que tu es capable. Alors, il faut faire attention parce que si tu mets des objectifs trop hauts, ils n'arriveront pas à les réaliser. Et là, tu vas dans l'échec. Et là, tu les perds. Mais il faut que tu arrives à trouver le bon milieu où tu leur mets un objectif plus haut que ce qu'ils pensaient, mais qu'ils arrivent à atteindre. Et là, ils sont tellement étonnés qu'ils, voilà, moi, j'ai été coaché pendant des années pour tous les sports que j'ai pu avoir, enfin, entraîner, coacher, comme on veut. Moi, je me suis toujours mis, tu vois, j'ai fait du roller de vitesse. J'avais un coach, Baudouin, euh, que je salue bien bas parce que il m'a appris énormément. C'est quelqu'un qui m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté autant dans le roller que dans tous les sports. C'est-à-dire que il m'a vraiment poussé dans mes retranchements, il m'a vraiment boosté à aller toujours plus loin, toujours plus fort, en faisant attention à soi, en faisant attention à, à, à toi perso pour éviter les blessures. Toi, le surentraînement, c'est bien, mais dans le surentraînement, il y a les risques de blessures. Et, et ça m'a permis aussi d'impliquer enfin, de, de pousser mes athlètes à aussi se donner autant à fond et de voir qu'on est capable toujours d'améliorer ses performances. Et plus tu t'entraînes, plus tu repousses cette zone où tu as ta limite, quoi.
C'est ça le truc, c'est que tu atteins ta limite, tu dis waouh, j'ai été au bout de ma limite. Ouais, mais comme je me suis entraîné dur, que j'ai atteint ma limite, bah, ma limite, elle passe au-dessus, tu vois. Elle va un peu plus loin. Donc, du coup, je me rentraîne plus dur et je atteins ce nouveau plafond. Et au fur et à mesure, tu décales ce plafond. Et je te dis, moi, l'athlète que j'ai, voilà, même si les courses, elles sont quasiment toutes annulées, j'ai encore quand même des athlètes qui me font confiance, qui veulent continuer. J'en ai d'autres qui ont arrêté et je comprends tout à fait. Je veux dire, à un moment donné, ils sont fait un peu comme moi, ils ont levé Ouais, le vu le pied, ils ont dit contexte, non, bah, ouais, vu c'est le pas facile. contexte, ils ont dit non, bah écoute, Laurent, voilà, quand les courses reprendront, on se recontacte. Mais oui, bien sûr, pas de problème. Moi, après, tu sais, c'est pas mon métier principal. Hein. C'est voilà, c'est un plus que je fais parce que ça me plaît, parce que ça me passionne. J'ai envie de transmettre les petites connaissances que j'ai. Et voilà. Mais mais ouais, tu vois, tu pousses les adultes et ils s'en rendent compte. Ils se rendent compte de ce qu'ils sont capables de faire. Je veux dire, quand tu te mets dans l'idée de te dire, je vais prendre un coach pour faire 3,45 sur un marathon et que tu termines en 3h25, voilà, tu te prépares pour une Saint-Élion et que tu sens que tu étais super bien préparé pour la Saint-Élion, que tu vas faire un autre qui a fait justement sur euh, le Canigou, une course sur le Canigou qu'il avait fait l'année d'avant, donc je l'entraîne pendant un an et il bat de 45 minutes son temps qu'il avait fait sur cette course-là l'année d'après. Alors, c'est difficile parfois de comparer les conditions climatiques, tu vois. Oui. Bon, mais 45 minutes, tu vois, il a pas battu de 5 minutes, quoi. Il a Mm. battu de 45 minutes. Et il m'a dit, mais c'est incroyable, j'aurais jamais cru pouvoir courir autant dans les côtes, de pouvoir relancer. Ah ouais, mais pour en arriver là, il a transpiré. Il a transpiré. Et puis, le fait d'avoir un coach aussi, on se dit, bah, il a travaillé pour moi. Ce que j'expliquais dans un épisode précédent, puisque j'ai fait appel aussi à un coach depuis le mois de novembre, c'est bah, qu'on peut pas, voilà, laisser le coach préparer les séances puis dire après, bah non, finalement, j'y vais pas. Donc, on a un peu ce regard extérieur sur notre pratique qui fait que bah, il faut y aller et on n'a pas trop le choix de faire les séances et de se faire du mal, effectivement. Et ce qui est pas mal quand tu as un coach, hein, moi, je veux dire, même moi, je pense que si je reprenais vraiment les entraînements durs, je ne ferais pas mes entraînements. C'est pas, pour moi, c'est pas le bon plan. Je peux, mais ça me plairait pas. Je prendrais un coach parce que si je prends un coach, voilà, quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, comme à mon coach que j'avais quand j'étais en roller ou même à l'athlé, mais ça a été le premier où vraiment j'ai eu entièrement confiance. Il aurait pu me donner n'importe quelle séance, Baudouin m'aurait pu me donner n'importe quelle séance, je l'aurais fait. J'avais une confiance aveugle en lui. Après, quand j'ai été en club d'athlé, ça a été pareil. Tu vois, j'ai eu ce goût d'avoir entièrement confiance. Le mec, il te dit, tu vas faire tant de fois telle distance à telle vitesse. Je te dis, le mec, il a calculé au départ. Ok, je fais. Tu vois que putain, ça match, quoi. Donc après, tu as entièrement confiance. Et moi, j'ai pas envie de réfléchir. J'ai envie qu'on me dise, aujourd'hui, tu fais ça. Demain, tu fais ça. Après-demain, tu fais ça. Là, tu as repos. Après, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu réfléchis pas, tu calcules pas. Tu calcules pas à dire, ouais, je suis en forme, pas en forme. Non, on t'a dit, tu fais ça. Bam, tu le fais. Voilà. Après, tu as une petite blessure, tu as une petite douleur, tu appelles ton coach, envoie un message, qu'est-ce que je fais? Il réadapte. Tu vois. Mais toi, tu ne gères rien. Ouais, C'est ça exactement. c'est la liberté de s'entraîner l'esprit tranquille, tu vois. Parce que tu as quelqu'un qui a planché là-dessus, qui a réfléchi pour toi, qui a passé du temps. Parce que coacher, c'est pas, moi, je reprends pas les plans d'entraînement que je trouve sur Internet et que je leur envoie comme ça pour 6 mois d'entraînement. Vous me payez pour 6 mois et non. Moi, les gens, toutes les semaines, on s'envoie des messages et on fait un plan pour la semaine. Voilà. Après, si on me donne pas d'informations, bah, je fais un plan sans avoir d'informations, mais en tenant compte de ce Oui. que j'ai fait précédemment, tout ça. Mais généralement, on me donne des infos pour me dire ça s'est bien passé, ça c'était trop dur, ça c'est trop rapide. Voilà. Avant, c'est sûr, bon, on réduit, mais on relance la semaine d'après. Tu vois. Et le but, c'est ça, c'est d'avoir confiance et de pouvoir se dire, je fais sans calculer. T'es sûr, ça a l'air dur. Moi, si quelqu'un, voilà, si à chaque fois on remet en cause, ça veut pas matcher. On peut pas s'entraîner ensemble. Je préfère arrêter de coacher une personne qui va continuellement me dire, ah, mais pourquoi? Qu'on me pose des questions pour que j'explique ma Oui. planification. Ça, c'est normal, hein, je le fais pas, voilà. Mais qu'à chaque fois on dit, ah, là, c'est peut-être un peu dur, là. Une fois ou deux, bah, effectivement, des fois, on peut aussi, se lourder, c'est avoir l'impression qu'il est en forme et que ça devrait passer. OK? Mais tu vois, s'il n'y a pas cette relation de confiance, à mon sens, ça peut pas matcher entre un entraîneur et un entraîneur.
Donc, cette relation de confiance, c'est quand même la garantie de réussite, même sans compétition, hein, ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir ce besoin d'accompagnement. On ne sait pas quand est-ce que comment ça va ressortir et à quel moment on pourra de nouveau accrocher un dossard. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment, justement? Comme il n'y a pas il y a pas de course vraiment, qui t'attire, tu continues à courir malgré tout. Ça, c'est la passion et c'est la base, je dirais. Ouais, ça c'est la base. Alors moi, je continue à courir. Je vais courir, mais je vais plus m'entraîner. Pour moi, faire un footing, c'est pas un entraînement, c'est de l'entretien. Voilà, c'est un plaisir que je partage. Des fois, avec mon ami, on va courir, on fait un footing, on fait un petit entraînement où je retrouve des potes sur les 25 bosses à Fontainebleau. Voilà. Mais sinon, je m'entraîne plus comme j'ai pu le faire, où je partais tout seul, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. T'as ton seuil, t'as ton fractionné, t'as tes séances de côte, t'as ta programmation et voilà, tu reviens lessivé, carbonisé, voilà pour progresser. Moi, j'aime ça. J'aime quand je me prépare pour quelque chose, j'aime voilà me donner à fond. J'ai pas de compétences particulières, j'ai pas de trucs innés, tu vois, qui fait que c'est une facilité. Il y a des gens, hein, ils lâchent leur club, hop, ils mettent leur running, ils font un temps, ils font péter un temps à te faire pâlir, quoi. Tu fais, mais c'est pas possible, t'as jamais couru de ta vie. Ah non, jamais. Moi, je fume un paquet de clopes par jour et ils te font des perfs de ouf, quoi. Donc, moi, c'est pas mon cas. Moi, il faut que je m'entraîne dur pour avoir un petit niveau. Eh ben, c'est pas grave. J'aime ça. Je m'entraîne dur, j'ai mon petit niveau, mais j'ai la satisfaction du devoir accompli, quoi, tu vois. Voilà, quand j'arrive à la fin de la course, que je sois 10e, 5e sur le podium ou 125e, je me suis bien entraîné, je me suis bien géré sur la course, bah, je suis satisfait. Pour moi, c'est le plus important. Mais du coup, pour l'instant, comme il n'y a pas de dossard de ça, pour l'instant, moi, ça reste sur, je m'entraîne, voilà, je fais des petits footings, je fais des petites sorties, et puis je fais avec avec mon chien qui a 5 mois beaucoup de petites balades. Voilà, je fais plus de la randonnée maintenant. Alors on va dire, bien sûr, les mauvaises langues vont dire que le trailer est un peu un randonneur. C'est faux, messieurs, c'est faux, archi faux. Ou quoi que des fois, on randonne un petit peu quand même avec nos petits bâtons. Donc à venir peut-être du canicross alors, nouvelle discipline à ton Ouais, 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 ouais. palmarès. Ah ouais, mais c'est sûr. Oh, ouais, ah ouais. Là, j'ai une petite chienne qui a 5 mois, c'est un petit berger australien. Et effectivement, dès qu'elle aura 12 mois, je commencerai à courir un petit peu avec elle. Et quand elle aura 16 mois, on mettra vraiment le harnais pour faire des entraînements de canicross ensemble. Alors le canicross, ça va pas être ma grosse discipline si vraiment on reste sur du canicross, parce que c'est vraiment des très courtes distances, quoi. C'est du 5 kilomètres, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très court et moi c'est pas trop mon truc, mais voilà, j'ai envie de me lancer là-dessus avec mon chien. Et puis après, il y a des courses plus longues, alors qui sont en canicross, mais pas des courses vraiment canicross. Tu prends les gendarmes et les voleurs, tu peux le faire avec ton chien, tu vois. Donc moi, ça serait aussi des trucs comme ça, mais sur du long terme hein, pour elle, parce que toute petite, t'évites des distances trop longues, quoi. Donc toujours dans la découverte, dans la passion. Est-ce que l'on t'a déjà targué d'être addict à la course à pied, d'être un runner addict? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. On me l'a souvent dit, quoi. Hein, Jean-Baptiste, un de mes potes et collègues de PS m'a toujours dit que j'étais addict à la course à pied. Et je lui ai toujours dit, écoute, le jour où tu arrêtes de fumer, j'arrête de courir. Bon, bah lui, il était quand même beaucoup plus addict à la clope que moi à la course à pied. Et parce que j'étais pas arrêté de courir pendant 2 mois et lui arrêté de fumer, c'était plus compliqué. Bon, finalement, il a arrêté de fumer et moi, j'ai un peu arrêté de courir ces derniers temps vu qu'on a plus de dossard. Donc non, je suis pas addict parce que je m'entraînais dur parce que pour moi, il n'y a pas de secret, il y a que l'entraînement qui paye pour moi parce que j'ai pas ces capacités. Donc pour moi, il y a que l'entraînement qui paye. Donc si je veux réussir des petites performances en course à pied, il faut que je m'entraîne dur. Donc oui, je m'entraînais dur. Je montais 160, 180 km par semaine. J'ai même, alors il y en a, ils vont rigoler parce qu'ils font largement plus. J'ai des potes de mon frère qui en club d'athlètes sur Rambouillet, qui sont des marathoniens, qui font plus de 200, 210, 220 km par semaine à des rythmes, même sur Stratosphérique. leur, ouais, ouais, même sur leur footing de récup, j'aurais du mal à les suivre, tu vois, footing de récup et moi bien entraîné, voilà, tu vois, j'arriverais peut-être à pas être trop loin. Mais enfin, c'est stratosphérique. Moi, voilà, j'ai monté une fois 205 km, mais voilà, je m'entraînais dur.
Mais après, la quantité ne fait pas la qualité. Tu vois, je m'en suis rendu compte aussi que parfois, il fallait aussi lâcher le pied. Comme c'est bien de faire des entraînements variés, faire du vélo, de la natation et courir. Moi, à un moment donné, je me disais, non, je fais de la course à pied, je veux courir, courir, courir. C'est pour ça que je courais quasiment tous les jours, voire 2 fois par jour pour courir, courir. Et je me suis rendu compte que non, non, parce qu'à un moment donné, mon corps, il prenait trop de chocs, il prenait trop de charges de travail et qu'en fait, c'est pas bénéfique. Il fallait savoir arrêter pour faire autre chose, pour aller faire une sortie vélo, pour borner en vélo, parce que physiologiquement, c'est important. Tu fais travailler ton cœur, tu fais travailler ton souffle, tu fais travailler aussi tes muscles. Hein. C'est pas les mêmes filières, les mêmes fibres forcément que sur la course à pied, mais tu en travailles une grosse partie quand même. Et voilà, donc j'ai compris ça que je ne comprenais pas forcément avant parce que j'étais dans l'optique, non, je vais pas faire du vélo, moi je fais de la course à pied. Qu'est-ce que vous me parlez de faire du vélo? Je vais faire de course à pied, course à pied, course à pied. Et je me suis rendu compte que je fatiguais parfois un peu trop mon corps sur la course à pied. Alors, est-ce qu'avec l'âge, on devient raisonnable? Tu disais que tu étais un peu fougueux, la pile électrique, bon, tu l'es, je pense, encore, mais est-ce qu'avec l'expérience, tu t'es dit, bon, bah, finalement, je vais croiser mes entraînements, intégrer donc ce vélo, d'autres pratiques, et on verra que tu as une autre casquette qui t'apporte aussi, en termes de récupération tout à l'heure, pas mal de bénéfices. Au niveau des courses, jusqu'à quelle distance tu es monté? Quelle a été Alors, ta plus grosse course et bah, tes plus beaux moments sur ces courses, donc maintenant de nature et de montagne? ouais, bah alors déjà par rapport au fait, est-ce que on apprend de nos erreurs? Oui, mais il faut parfois faire pas mal de fois les mêmes erreurs pour apprendre. Voilà, donc oui, j'ai compris qu'il fallait que je m'entraîne différemment. Donc ça, c'est ce que j'ai commencé à faire avant que toutes les courses soient annulées, où je me suis mis à rouler en route essentiellement beaucoup plus, à aller nager aussi, m'entraîner, palmes, plaquettes, à reprendre un petit peu le goût d'aller à la piscine, tout ça, enfin, nager un peu. Après, je t'avouerais que les dernières années en course, je faisais des départs de cadet, quoi. C'est-à-dire que j'enlevais le cerveau, je démarrais avec les mecs devant et puis j'attendais de voir qui allait se passer. Alors des fois, t'es en super forme, ça passe bien et puis tu commences à craquer un peu, mais sur une fin de course, donc tu gères ta fin de course et tu fais des bons résultats. Parfois, tu exploses relativement tôt et là, tu serres les dents et c'est très long. La course peut être très longue. Voilà. Donc ça, toujours eu beaucoup de mal à gérer mes départs parce que bah tu t'es dans l'ambiance et puis c'est super sympa. Des fois, tu cours avec des élites, quoi. Oui. Et tu dis, bon, merde, tant pis on verra bien ce qui se passera. Putain, j'ai des élites à droite, à gauche, devant. Même si moi, je respecte, je ne les double pas parce que ça me sert strictement à rien. Mais de courir à côté d'eux, les entendre discuter. Toi, t'es là en train de respirer comme un bœuf, à tirer sur tes bras pendant 4-5 bornes et eux sont là, tut. Bon, puis d'un coup, t'as une sacrée côte qui arrive et là, tu fais, ils ont accéléré. Ah non, c'est pas eux qui ont accéléré, c'est moi qui suis qui me suis presque arrêté dans la côte et eux continuent à courir au même rythme que tu étais sur la ligne droite pendant 2-3 bornes, quoi. Tu vois? Donc ouais, on apprend. J'ai compris quand même qu'il fallait que je gère un peu plus mes départs. Mais c'est pas mal aussi de partir un peu devant, ça te permet de te placer. Ça permet aussi parfois sur des rétrécissements de pas te faire complètement Enfermé bloquer et finalement, oui, complètement enfermer. bloqué. Tu vois, j'ai vu des photos de course à différents endroits où j'étais passé moi un petit peu sur les avant-postes un tout petit peu et quand tu vois les autres qu'ils ont vécu tu fais ah ouais il y a eu tout ce monde là bloqué à cet endroit ah ouais putain on regarde la photo et la file indienne des gens tu fais ouais bah prendre un départ un peu vite parfois ça a quand même du bon parce que tout ça tu l'as pas. Moi j'ai fait la Saint-Élion. Quand j'ai fait la Saint-Élion j'ai bien carburé, j'étais content. Et moi, au ravitaillement, j'arrivais, il y avait quasiment personne au ravitaillement. On me remplissait mes flasques, tac, je repartais. Voilà, quand mes potes ils m'ont montré les photos où ils passaient les gobelets par-dessus la tête les uns des autres pour avoir un verre d'eau, que il y avait tellement de monde pour remplir les euh, les les sacs à eau que tu vois les poches à eau que bah ils attendaient je sais pas combien de temps pour pouvoir repartir quoi. Ils ont dit moi plus jamais j'y retournerai, c'est nul, les ravitaux, tout ça machin. Moi je fais des personnes au ravito. Voilà, mais c'est voilà. Donc Saint-Élion, une des courses que tu as bien aimé, enfin que tu as Ouais, fait peut-être à plusieurs reprises. Saint-Élion. Non, je l'ai fait qu'une fois. Non, je l'ai fait.
Oui, non, je l'ai fait qu'une fois. Je l'ai fait qu'une fois. J'ai adoré. J'ai adoré parce que en plus, j'avais un peu peur de cette course nocturne, même si j'avais fait d'autres courses plus longues. Mais c'était le fait, j'ai pris le train le matin pour aller à Paris. J'ai pris le train de Paris pour aller à Lyon. J'ai récupéré mon dossard dans la Alpe Nigarnie, si je ne me trompe pas. Récupéré le dossard, j'ai pris la navette, on m'a emmené à Saint-Étienne, dans le gymnase, je me suis posé, j'ai retrouvé des potes, on s'est allongé. Là, j'ai voulu prendre faire l'échauffement habituel. Moi, j'aime bien, mais quelle que soit la distance, même si je cours 100 et quelques bornes, je vais toujours m'entraîner 20 minutes. Je cours, je trottine 20 minutes pour faire chauffer la machine. Je suis un diesel, donc il faut que je me chauffe. Et en fait, en sortant, je vois tout le monde qui sort comme moi. Je fais, les gars, vous voulez pas venir vous entraîner parce que tout le monde sort. Et ouais, non, on ira plus tard. Nous, on va pas s'échauffer. Il y a 72 bornes à faire ou 76 bornes à faire sur la Saint-Élion. C'est bon, on va pas s'échauffer, on passera se 3-4 bornes. Bon, je pars m'échauffer. Là, je vois que tout le monde part. Et je dis, non, en fait, ils partent pas s'échauffer. Ils partent pour se mettre sur la ligne de départ. Je fais, moi, j'ai pas envie de prendre mon départ derrière. Je vais être devant. Donc, je me suis mis devant et je trottinais dans le le sas sas de où départ, ouais. j'étais derrière les élites, en fait. Voilà. Et là, quand c'est parti, j'étais vraiment bien. Je suis parti avec un bon groupe, on s'est suivi et j'ai vraiment adoré. J'ai eu de la chance. Alors, j'ai eu de la chance sur ma Saint-Élion. J'ai pas eu de neige, j'ai pas eu de pluie. Il y avait un petit vent froid, mais c'est normal. On était le 3 ou 4 décembre. Forcément, ça caillait un petit peu. Mais tout bien, tout s'est super bien passé. À un moment, je me suis mis dans les pattes d'un mec qui était, cavalait bien. En fait, c'est un mec d'un relais. Donc, tu vois, le mec, il venait de prendre le relais, il venait de partir, Donc il était bien frais, il que lui. la moitié, il l'avait en deux. Ouais. Et je dis, putain, il est bien, il est bien. Et je m'accroche derrière lui, puis on discute. Et là, il m'apprend, il restait même pas un tiers de la course, et en fait, il faisait le relais. Et donc, il m'a emmené jusqu'au bout. Et moi, super satisfaction, je finis 50e de la course, tu vois, sur une Saint-Élion. J'ai fait, putain, ouais, c'est cool, quoi. C'était super. Ça, c'est une super expérience. Et puis après, ouais, j'ai fait des ultras. J'ai fait l'ultra du Pas du Diable. Ça fait 125 km et 6700 mètres de dénivelé, je crois, un truc comme ça. Pareil. Alors par contre, toi, c'est pas une course extrêmement connue. Elle commence à être de plus en plus connue parce qu'en fait, c'est une course vraiment nature avec des bénévoles adorables, un couple qui gère la course qui sont adorables. C'est vraiment des passionnés. C'est pas des businessmen. C'est vraiment voilà. C'est super familial. C'est vraiment adorable. Cette course est adorable. Donc j'ai fait l'une des longues courses. Je crois qu'ils en ont ressorti une de 200 et quelques kilomètres. Mais moi j'ai fait le 125 kilomètres à cette époque-là. Et pareil, ça a super bien tourné. J'ai réussi à faire une superbe course. Donc ça, c'est aussi des super souvenirs avec mes aléas de la course. Il m'est arrivé quelques petites tuiles où l'on apprend de ses erreurs quand on t'autorise à laisser ta frontale au ravito à la personne qui te suit. Ça peut être un piège. Car si la personne ne trouve pas le ravito juste avant la nuit, eh ben, tu n'as pas de frontale pour aller courir dans la nuit. Alors Et comment on là, fait sans quand on n'a pas frontale de dans la nuit, frontal? eh ben, comment on fait? Eh ben, je te le demande. Eh ben, déjà, tu tâtonnes un petit peu pour savoir où tu vas. Et puis, tu attends un concurrent qui arrive. Et quand un concurrent arrive et que tu es dans les 10 premiers de la course, le concurrent, en fait, il dit, ah, mais tu fais le 120? Oui. Et ben là, bizarrement, je suis pas tombé sur le bon trailer de base. Je suis tombé sur le compétiteur de base qui m'a laissé tomber comme une vieille chaussette derrière parce que de nuit, tu sais, tu te mets derrière le gars et en fait, il a accéléré et moi, j'ai pas pu suivre. Il y avait des trous, des racines, je Oui. ne voyais pas, j'étais trop derrière. Donc, il a fallu que je m'arrête, que je laisse partir. Bon, j'ai un peu beuglé sur le moment parce que je trouvais pas ça très très cool, même si c'est entièrement de ma faute. Hein. Alors là, j'avais qu'à pas lâcher ma frontale. Et j'ai attendu une autre personne qui, elle, a été super cool et m'a emmené jusqu'au ravitaillement, au ravitaillement d'après, où j'ai retrouvé la personne qui faisait mon assistance, m'a filé ma frontale, m'a filé ma veste et j'ai pu finir la course ainsi. Voilà, ça c'est une Sans doubler ce concurrent qui t'avait déposé avant avec en cet fait, esprit lui, un peu moins non, sportif. moi j'ai dit je repars, tu viens avec moi. Il m'a dit non, je souffle un coup. Moi, je suis quand même assez cuit. Vas-y. Donc je suis parti sans lui. Mais moi, je voulais
terminer la course avec lui. Et en fait, je l'ai pas terminé la course avec lui. J'ai rattrapé d'autres personnes et qui ont eu aussi des soucis de lampe. Et on a terminé sur un petit groupe. Moi, de toute façon, on va finir 15e, 12e ou 10e. Ça n'a aucune importance, tu vois. Encore bien même, je serais pour être sur le podium et qu'un mec est en galère. Enfin, moi, le truc, je ne pourrais pas gagner une course ou être sur un podium en me disant après coup, putain, si lui, il a eu sa lampe, il m'aurait battu. Bah non, non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Si je dois le battre, c'est parce que je suis plus entraîné que lui. C'est pas parce qu'il a un souci de matos ou quoi que ce soit. Tu vois, ça, voilà, des fois en course, il y a une fois, un mec, il avait plus de place, il était sec, Je lui ai filé une de mes places. J'en avais une, moi, j'avais rempli plus que lui. Je lui ai filé une de mes places au risque qu'il reprenne ses esprits et qu'il me double. Et alors, s'il me redouble, bah, j'avais qu'à être plus entraîné, être meilleur, et puis il m'aurait pas doublé. Tu vois? Oui. Moi, je À la parle de ce loyale. principe-là. Bah oui, c'est à la loyale. Enfin, c'est les valeurs que m'ont transmises mon père. Tu vois, avec Oui. le judo, tu te bats à la loyale, quoi. Voilà, tu te bats avec une codification, tu respectes certaines règles, quoi. Et ça doit être comme ça. Ça sert à rien de battre. Enfin, tu vois, quand tu vois un groupe ou un mec qui part sur le mauvais chemin, tu cites, tu les appelles, tu fais, oh, vous êtes bourrés, quoi. Tu les laisses pas partir là-bas parce qu'ils étaient devant toi et que tu dis, avec un peu de chance, ils vont peut-être se barrer loin et avant qu'ils reviennent, on aura gagné des places, quoi. C'est où la valeur du sport dans ces cas-là? Ben, il n'y en a aucune, quoi. Enfin, pour moi, non, c'est ridicule, quoi. Tu dois l'appeler, le mec, il revient. Est-ce que ces valeurs-là, tu les trouves plus sur le trail que sur des courses type route? Est-ce que ça te correspond plus? Ouais. Mais sur du long. Sur du long. Parce que, bon, après, voilà, je veux pas non plus, tu vois, faire de polémique ou quoi que ce soit. Il y a des mecs qui sont en or sur la route, il y en a qui sont en or sur les courses courtes nature. Mais je trouve que cette entraide, on la retrouve un peu plus en trail sur des un peu longues distances. Tu vois, quand tu dépasses le marathon trail, là, tu commences à savoir ce que c'est que souffrir, savoir ce que c'est qu'avoir des difficultés, des problèmes techniques, des choses comme ça. Et donc, tu es plus à même de d'aider un petit peu plus l'autre. Tu vois, moi, un mec sur 125 bornes, il m'a quand même laissé comme une vieille merde en pleine forêt où on voyait rien, quoi. Tu vois. Donc, il y a des exceptions aussi partout, dans tous les sens. Voilà. Mais l'entraide est plus dans le trail, il y a un peu de montagne où il y a de la distance, tu vois, à partir du marathon et du dénivelé. Alors, en Voilà. termes de limites, on parlait des limites tout à l'heure par rapport aux athlètes que tu coaches. Est-ce que tu penses avoir atteint tes limites en termes de distance ou est-ce que tu ambitionnes d'autres ultras encore plus longs en termes de kilomètres ou en difficulté? Où est-ce que tu te Alors, places? c'est un peu compliqué parce que les trails, bon, faut contenter tout le monde et c'est très bien. Ça va de la petite distance à une dizaine de kilomètres en trail à des distances stratosphériques de 300, 400, j'en passe, c'est des meilleurs kilomètres. Bon, moi, les courses, c'est trop rapide. Enfin voilà, ça me fait péter le cœur. J'y arrive pas. Je suis pas fait pour le rapide. Normalement, si tu regardais il y a quelques années, ma cote ITRA, j'étais pas mal sur des courses de 50, 60 kilomètres. Mais j'aime quand même la longue distance, partir sur une centaine de kilomètres, voire 120 et quelques kilomètres. Après, je pense que j'ai pas atteint mes limites. Je pense que je peux aller plus loin. Ça me plaît. Ça me plaît de devoir gérer l'équipement, la nourriture, l'hydratation, savoir lire le dénivelé sur ta carte, sur ton profil, pour savoir où vont être les difficultés, combien de temps tu vas mettre pour aller d'un ravito à l'autre, donc quoi prévoir d'un ravito à l'autre, est-ce qu'il y a beaucoup de dénivelé, est-ce que tu arrives en pleine heure du repas, est-ce que c'est en plein après-midi où il va faire chaud, ou dans la nuit il va faire froid, enfin, tu as toute une logistique et j'aime bien réfléchir de ça, pas juste je mets mon sac à dos, je cours Oui. comme un benet, quoi. Tu as ce côté méticuleux de préparer, Ouais, d'analyser et d'aller vraiment dans les moindres détails pour que ça se passe bien, en fait. exactement. Sauf quand tu Et oublies pour ta que ça se passe frontale. bien, ouais. Ouais. Enfin, c'est pas que j'ai oublié la frontale, c'est que la personne n'a Oui, pas trouvé le le ravitaillement. bon Donc ça ravitaillement. aussi, voilà, et l'endroit où était le ravitaillement. C'est ça que j'aime aussi, c'est aussi euh, pas gérer mon accompagnateur, mais gérer pour mon accompagnateur. C'est-à-dire lui dire, voilà, tu as le sac 1, tu me l'apportes au ravitaillement 1, le sac 2 au ravitaillement 2, tac, tac. Les ravitaillements sont là. On fait le tracé sur la carte pour voir quelle route il va prendre, combien de temps, quelle distance il peut y avoir, combien de temps lui va mettre en voiture, combien de temps moi je vais mettre
en courant pour aller de tel endroit à tel endroit. Donc, quelle marge il a? Une marge, pas de marge, compliqué, on annule ce ravito, tu passes directement à l'autre. Voilà, toute cette logistique pour moi et pour la personne qui m'accompagne quand j'ai quelqu'un qui m'accompagne, eh ben, c'est ça qui me plaît, de gérer tout ça, tout ce stratège un petit peu pour essayer que ta course se passe le mieux possible et que l'accompagnement se passe le mieux possible. Parce que parfois, tu fais des courses, ça fait 20 heures. Tu te dis, mais moi, je cours pendant 20 heures. C'est-à-dire, je m'amuse, entre guillemets, même si j'en chie. Je m'amuse pendant 20 heures, tu vois, à courir, à réfléchir, à regarder la nature. Et tu dis, l'autre, il se tape 200 bornes de voiture. Parce que moi, j'en fais que peut-être 120, mais lui, il peut pas faire les 120. Il va faire des sacrés détours et tout parce que pour redescendre dans la vallée avant de remonter un col pour redescendre de l'autre côté. Donc, enfin voilà, tu vois, il fait 20 heures aussi de route. C'est du boulot, c'est dur, c'est se lever très tôt le matin, c'est d'enquiller, voilà. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que les accompagnateurs me disent souvent, ah non, moi je m'ennuie pas, j'ai pas vu le temps passer, c'est hallucinant, j'ai pas vu le temps passer. Alors que souvent, j'arrive à voir le temps, je dis ça va, tu vas bien. Ben oui, moi ça va, mais toi, comment tu vas? Ben moi ça va, mais toi, ça va, tu gères la route et tout, tu t'ennuies pas? Non, vas-y, prends ton ravito, parce qu'après je repars avec le gars là-bas, il accompagne elle accompagne son mari qui est juste derrière toi, donc dès qu'il arrive après on part. Et en fait, les accompagnateurs se retrouvent souvent à se suivre les uns les autres de point de ravito en point de ravito et ça crée des Des liens entre solidarités, guillemets, des quoi. liens Ouais, entre les des fois des accompagnateurs. Ouais. solidarités. Ouais, des solidarités comme tu dis, c'est-à-dire putain mais il est où l'autre ravito? Bah attends, suis-moi, moi j'ai déjà fait l'année dernière, suis-moi, on y va, je vais te montrer où tu peux te garer en plus et ça fait des solidarités, ils se suivent et comme ça voilà, c'est cool pour tout le monde au lieu de tu dis même pour l'accompagnateur qu'en voiture, s'il a le moindre souci, il y a l'autre qui peut prendre le relais pour informer, tu vois, pour dire, écoute, ton accompagnateur, la voiture, elle a crevé, t'inquiète pas, il te retrouvera à l'autre, tu vois. Voilà. Donc là, il y a voilà, Il y a aussi, une grosse logistique avec ce côté entraide, Hum, proximité qu'on retrouve sur le trail. Alors, comment on s'entraîne quand on habite du côté des Tempes, voire un petit peu au nord de la Beauce, pour des trails en montagne? Quel est ton terrain de jeu favori ou la séance qui te permet vraiment de bien bosser les cuisses et de te préparer de façon optimale? bah, tu sais, après, nous, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de côtes, on en trouve un petit peu, elles sont pas très grosses. Après, sinon, il faut prendre la voiture. Moi, j'habite dans le 45, donc beaucoup de champs. Sinon, je vais, parce que je suis pas très loin, je fais une petite demi-heure, je vais à Fontainebleau, dans la forêt des Trois Pignons, pour faire les 25 bosses. Mais c'est un parcours qui est très technique, donc c'est bien pour les gros trails de montagne, mais ça te dieselise beaucoup. C'est-à-dire que tu peux pas beaucoup courir. Donc après, on essaie de travailler son seuil, son fractionné dans les champs. Et les côtes, bah, on les monte un paquet de fois. Ce qui fait que, bah, on travaille beaucoup de mental parce que, bah, quand tu dois taper 10 ou 15 fois une côte de 3 minutes, bah, c'est long. C'est très long parce que tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends, tu fais un peu le hamster. C'est sûr que c'est plus plaisant de se dire, je vais faire 3 fois 10 minutes de côte que faire 10 fois 3 minutes de côte, quoi. Mais tu travailles ton mental, voilà. Et donc, tu arrives avec un mental, envie d'en découdre. Toi, tu arrives avec des étoiles dans les yeux, à voir la montagne, à voir ces paysages de rêve, de ouf, quoi. Donc, tu as juste envie de laisser parler tes jambes. Voilà. Et c'est comme ça que tu t'entraînes. Tu t'entraînes parce que, bah voilà, tu te fais mal à l'entraînement, beaucoup plus mal parce que tu sais que quand tu vas arriver dans la montagne, tu vas bien en chier, quoi. Ouais. Alors, tu parlais matériel justement tout à l'heure, les sacs, les flasques, les frontales. Je vais rebondir et te lancer une perche sur ta troisième casquette, celle d'ambassadeur de la marque Salomon. Mais il y a voilà d'autres choses pour lesquelles tu es également ambassadeur. Comment c'est venu? Est-ce que c'est cet attrait pour la montagne qui t'a conduit vers cette marque-là? Est-ce que tu peux m'expliquer comment voilà tu es arrivé à être aujourd'hui l'ambassadeur de cette marque spécialisée dans les produits liés à la montagne et au trail? Alors, tout a commencé par commencer à faire des courses, tout ça, et puis faire la rencontre de bonnes personnes, de belles personnes. Ça a commencé avec Ceinture, avec Magali, qui a créé à l'époque, il y a quelques années, un team, le team Ceinture, dont j'ai fait partie. C'était une super ambiance, super équipe. On a fait de très belles choses. De là, après, j'ai évolué. Je suis parti dans le team Mieltonia. Donc, je salue Jean-François Crété, les Miel Crété, qui font des produits. Bah voilà, j'en ai fait la pub parce que voilà, c'est du miel avec
avec des huiles essentielles. Donc, c'est du naturel, c'est ce que j'aime. Moi, j'ai eu du mal avec certains produits au niveau digestif. Je courais plus vite derrière les arbres pour perdre du poids que courir vite. Voilà, j'ai un transit qui était un peu fragile et de prendre du miel, en fait, le miel a résolu beaucoup de problèmes. Euh, voilà, donc j'ai fait partie de cette équipe, Mieltonia. Euh, et ensuite, j'ai rencontré Mathieu de chez Salomon Santo, et ils ont eu besoin d'ambassadeurs développer en fait pour développer le trail, l'esprit trail sur le nord de la France et pas mal en région parisienne. Et il a fait appel à moi et je le remercie. Et du coup, voilà, c'est des concours de circonstances, des rencontres. Après aussi, le fait de faire de la compétition, de faire des courses, d'être sur les réseaux sociaux. On en parlera peut-être un petit peu après. Ça m'a permis de rencontrer cette marque. Et effectivement, quand on te dit est-ce que tu veux être ambassadeur Salomon, on va t'équiper Salomon, tu vas promouvoir des produits. J'ai fait OK, je veux tester les produits parce que j'ai testé Salomon au début que je me suis mis à courir et pour moi le fit, le chausson était un petit peu serré. Moi j'ai le D'accord, pied ouais. un petit peu Trop large étroit. et voilà, trop étroit. Et en fait j'ai eu de la chance à partir du moment où je suis rentré chez Salomon, ils ont changé un peu leur façon de faire leurs chaussures et ils ont élargi un peu le fit et toutes les chaussures de chez Salomon ont un pied plus large. Alors du coup, certains qui adoraient cette marque, surtout chez la Speed Cross, où le chausson est vraiment très serré, très étroit pour le pied. Il a complètement changé avec la Speed Cross 5, où le chausson il est vraiment plus large et permet d'avoir un pied plus à l'aise dans ta chaussure. Et du coup, je me suis épanoui. J'ai dit, vas-y, je signe Banco. Les chaussures me plaisent, me vont bien. Et la marque Salomon, Kylian Jornet, François Daen, j'en passe et des meilleurs, Thibaut Barognan et tout ça. Enfin, tu dis, eux, c'est les élites, c'est les athlètes. Moi, je suis pas athlète, je suis ambassadeur. Je représente la marque. Mais la marque de ces champions, quoi. Tu vois, tu fais, waouh, ah oui, je veux, je signe. Donc voilà, et j'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer François Daen sur l'ouverture du magasin du shop Salomon à Paris, et j'ai eu la chance aussi de rencontrer Kylian Jornet vraiment en petit truc, petit comité un peu privé et discuter avec eux. Et là, tu fais waouh, c'est non seulement des extraterrestres quand ils Sportif, courent, hein, ouais. ouais, sportifs, c'est des extraterrestres, hein, ils font des performances stratosphériques. Enfin, moi, ça m'en bouche un coin. Mais en plus, c'est des gens vraiment adorables, abordables. J'ai discuté un peu plus avec Kylian Jornet, mais j'ai l'impression de faire comme avec toi, quoi, de discuter comme avec toi. On était posé le cul sur une table à discuter course à pied, montagne, tout quoi. Mais voilà, quoi, tranquille. Et là, tu fais waouh, le mec après il repart pour je sais pas quelle montagne, quel défi, quel truc complètement fou quoi. Mais donc voilà, donc je suis rentré chez Salomon et du coup, effectivement, j'avais aussi cette casquette en tant qu'ambassadeur. On prône les produits via les réseaux sociaux, mais aussi on met en Oui, place des ce que j'allais te activations. demander, c'est voilà, quelle contrepartie en échange de dotation en matériel, que te demande la marque voilà, en échange de cette En tant dotation en qu'ambassadeur, matériel. voilà, alors de temps en temps, tu as différentes façons de faire. Soit c'est une course qui lors de j'ai perdu le mot. Lors de reconnaissance de la course, hein, pour faire la reconnaissance de la course, va faire appel à un magasin pour s'allier et essayer de faire découvrir une marque. Le magasin va faire appel à Salomon. Salomon va prendre un ambassadeur ou deux ambassadeurs qui va arriver avec un parc test, donc avec un ensemble de chaussures, souvent le même modèle ou plusieurs modèles, et on va nous mettre à disposition les chaussures en expliquant les caractéristiques du modèle, et ensuite on parcourir avec les gens sur la reconnaissance, qui sont souvent des boucles d'une bonne dizaine de kilomètres. On demande le retour aux gens, donc on fait tester le matériel, on essaie de leur expliquer quelles sont les innovations du produit et de récupérer le ressenti là-dessus. Voilà, donc on fait tester ça. On a été aussi sur le salon à Paris pour le marathon de Paris. Et puis Salomon
fait aussi des courses sur Paris et donc les ambassadeurs viennent pour prêter main forte pour l'organisation, lors de l'organisation des courses en tant que bénévole ou pour promouvoir les produits Salomon lors des courses. Et dernière petite chose, c'est que on fait aussi office de force de vente, c'est-à-dire qu'on va parfois le week-end, enfin le samedi, aider certains magasins. Alors, ce sont bien évidemment des magasins qui vendent des produits Salomon, qui sont aussi d'assez gros vendeurs de produits Salomon. Et là, Salomon fournit au magasin un ambassadeur pour qu'il aide les vendeurs à promouvoir. Mais en tant qu'ambassadeur Salomon, on ne fait pas que du forcing pour vendre des Salomon. On propose bien évidemment les Salomon, mais en fait, c'est aussi les autres marques. Le but du jeu, pour moi, c'est pas que les gens partent déçus de leur achat, Oui. mais qu'ils aient vraiment la bonne chaussure à leurs pieds, qu'ils se disent, ah ouais, voilà, les mecs de chez Salomon sont aussi capables de connaître les autres produits, parce qu'on connaît aussi les autres produits. On connaît très bien nos produits Salomon, les produits pour lesquels on est ambassadeur, mais on connaît aussi les autres produits pour pouvoir établir des différences. Hein. Après, chaque pied est différent, chaque gabarit, personne va avoir un ressenti différent en fonction de la chaussure. Deux personnes vont pas avoir le même ressenti dans la même chaussure. Donc là, on Voilà. sent encore dans ta façon de dire les choses, ce côté transmission, ce besoin de partager, d'aller donner ton expérience. Ça, c'est ce qui t'anime. Et même sur les réseaux, Ouais. on voit, c'est toujours du sourire, de la bonne humeur. C'est ta marque de fabrique, ça. Ouais, même si des fois, la vie, comme pour tout le monde, hein, elle est pas toujours toute rose. Hein, on a tous des hauts et des bas, mais à un moment donné, moi, le but, c'est d'essayer de donner le sourire aux autres. Comme moi, je vois les sourires des autres sur les réseaux sociaux, et je sais que certains, des fois, sont, voilà, vivent des choses parfois difficiles, mais on ne fait pas trop transparaître. Des fois, oui, des fois, on dit stop, là, ouais, je suis pas bien, ça va pas, il y a ci, il y a ça. Et ce qui est beau, c'est que les gens sont là aussi quand ça va pas bien et te disent allez, ça va passer et te reboostent un peu. Et hop, après tu retrouves le sourire et c'est reparti comme en 14, quoi. Tu vois? Alors, quel est ton regard justement sur l'utilisation des réseaux sociaux pour une marque comme Salomon ou pour toi, Laurent, coach et prof de PS? Je t'avouerais que à la base, alors moi j'ai commencé assez tardivement déjà sur Facebook. J'ai voulu être sur Facebook il y a un bout de temps, je m'y suis mis, et là, mes élèves me demandaient tous en ami. Et j'avais aucune envie d'avoir des élèves de collège, que c'était mon ancien établissement, des élèves de collège qui soient amis avec moi. Je trouvais ça, non, ils n'ont pas à suivre ma vie. Donc, j'avais arrêté Facebook, j'avais fermé. Mon grand frère, lui, il me disait toujours, ah, t'as vu ce que j'ai fait, t'as vu ce que j'ai fait, t'as vu, je suis parti ici, j'ai fait ça. Je fais, non, j'ai pas vu, t'as mis ça où? Ah, j'ai mis sur Facebook, t'as pas Facebook ou quoi? Donc, merci Fifou. Je me suis mis sur Facebook. J'ai commencé à grandir, entre guillemets, mon Facebook, de faire de la course. J'ai orienté mon Facebook beaucoup sur la course à pied en faisant des photos toujours un peu redondants, mais sur la course à pied dans différents endroits avec différents équipements. Et puis là, on m'a dit, ouais, Facebook, c'est bien, mais essaye Insta, tu verras, ça marche bien aussi. Donc, je me suis mis après sur Insta et pourquoi, comment, je ne sais pas. Voilà, ça a pas trop mal marché. Alors, je suis pas influenceur, mais on va dire que mon nombre de followers est bien monté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, tu vois, quand je te dis, je me suis arrêté pendant presque 2 mois parce que, je trouvais plus l'envie, j'avais une petite douleur au genou, donc je me suis dit, je vais me poser un peu. Il y a près de 200 personnes qui se sont désabonnées de moi, tu vois. Donc, si tu veux avoir de plus en plus d'abonnements, c'est passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est de suivre ta communauté, de suivre les autres qui ne font pas partie de ta communauté et de t'intéresser aussi à ce qu'ils font. Et ça, c'est ça qui fait aussi grandir. Alors, moi, je ne montrerai pas mon décolleté parce que ça ne me servira à rien. Mais voilà, c'est vrai que certains ou certaines influenceuses ont cette facilité, on va dire, parfois de se mettre dans des tenues qui leur permettent d'avoir plus d'attrait pour la jante masculine et qui attirent plus de followers. Mais après, t'as des influenceuses, pseudo-influenceuses, parce que pour moi, j'en connais quelques-unes et elles se considèrent vraiment pas comme influenceuses. C'est pas le terme qu'elles aiment parce qu'elles sont pas là pour influencer les gens. Elles sont là juste pour partager leur passion, partager ce qu'elles aiment. Et enfin,
c'est du boulot, hein, c'est du boulot ce qu'elles font. Alors, il y en a, ça va les faire rigoler, mais c'est du boulot, c'est des heures pour traiter les photos, pour les mettre propres, pour faire un vrai contenu, pour intéresser les gens. C'est du temps, et puis c'est du temps aussi d'aller vers la communauté, répondre, parce que voilà, tu as plein de personnes qui viennent te parler en message privé pour te demander des conseils. Faut trouver le temps de leur répondre. Faut trouver le temps aussi d'aller dire à quelqu'un, ouais, c'est super la course que tu as fait, ou ouais, pas mal l'entraînement, oh, ouais, le gâteau que tu as fait, il a l'air super bon, tu as mis quoi dedans, enfin, tu vois, de s'intéresser et de prendre un petit peu ce que chacun fait. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc voilà, moi je fais à mon niveau, j'ai pas envie de grossir forcément beaucoup plus. J'ai envie de garder ma petite communauté qui vivotent autour de moi et qui me posent pas mal de questions et qui sont souvent à me mettre un petit un petit like sur mes photos et tout. C'est super. On prône Salomon. Moi, tu vois, voilà, j'ai du Salomon sur moi. Je suis prof de PS, donc en plus ça tombe bien. Salomon, c'est quand même une marque de sport. Donc pour m'équiper, pour aller bosser tous les jours, c'est assez sympa. Et voilà, donc pour promouvoir Salomon, on est quand même pas mal sur les réseaux sociaux. Ils se sont tous rendus compte, tu vois, ça fait une grosse polémique, hein, les influenceurs ou les personnes avec une grosse cote de popularité, les marques se sont rendues compte que c'était finalement peut-être plus intéressant de filer 10 paires de chaussures à 10 personnes qui ont un gros compte de réseaux sociaux plutôt que de filer 10 paires de chaussures à un athlète qui ne prenait pas forcément, faisait des résultats, Oui. mais sans se servir des réseaux sociaux. La visibilité est moindre. C'est-à-dire que toi, tu as 10 000 abonnés, je te file une paire d'une marque. Quand tu vas la mettre, tu as tes abonnés qui vont la voir. Si tu la mets, c'est souvent qu'elle est assez confortable. Et puis, si jamais tu fais un post en disant, tiens, regardez ce que j'ai reçu, elles sont bien, je suis bien dedans. Bah, mine de rien, ça fait une belle pub. C'est pas pour ça que tu vas avoir tout le monde qui va acheter les 10 000 abonnés, vont pas tous acheter la paire. Mais un jour, ils réfléchiront à changer de chaussure et peut-être En disant, tiens, que, j'ai vu que cette voilà. personne-là avait cette paire-là, elle est plutôt pas mal. Alors, toi, tu es équipé de la tête aux pieds Salomon, donc tu es dans le vrai, puisque tu testes et tu connais les produits. Donc là, je pense que les gens peuvent se fier à ton avis et à ton expertise. Qu'est-ce que tu Après, ambitionnes? moi, Ouais, vas-y. après, juste, on n'en a pas parlé, mais je suis rédacteur et testeur pour un web magazine qui s'appelle Wonder Trial. Et je salue Christophe Le Boulanger et Mac Lefebvre, qui sont les deux cofondateurs de Wonder Trial. Donc, on peut retrouver sur Internet. Je vous invite fortement à y aller Donc, je mettrai les liens hein, dans sur, l'épisode, donc ouais, pour que les gens puissent ça marche, super. aller voir sur le site. Sur notre et donc on teste du matos. Donc on m'envoie d'autres marques que Salomon que je teste. Je fais un test produit, je fais quelques photos des chaussures, des vestes, de ce qu'on peut me donner. Donc c'est ça aussi qui fait que moi quand je dis que cette chaussure est plus ou moins adaptée à une personne, je parle parce que j'ai pas testé tous les produits. Je suis pas vendeur. Je connais pas tous les produits de chez tous les produits, mais je sais à peu près ce que font chacune des marques, tu vois, parce que j'en ai testé quand même pas mal. Et en fait, quand on vient me parler, quand on pose des questions sur Salomon, ben, je réponds. Qu'est-ce que tu penses que je pourrais m'acheter pour faire tel type de course comme produit chez Salomon? Voilà. Maintenant, si on me dit, tiens, je fais telle taille, tel gabarit, machin, ben, ça peut m'arriver de conseiller, et tant pis si je me fais taper sur les doigts, mais de conseiller autre chose. Moi, je fais pas du prosélytisme, tu vois, de la marque, vendre pour vendre. Moi, les partenariats que j'ai eus, je te dis, moi, le ceinture, bah ceinture, franchement, c'est un produit qui est top, quoi. Je veux dire, il y a, c'est une eau. Moi, j'enlevais les bulles, je mettais un peu de jus de raisin, tu vois, je faisais 2 tiers de ceinture, 1 tiers de jus de raisin, j'enlevais les bulles, bien Hmm. sûr, avant. Je mettais ça dans mes flasques pour pouvoir me réhydrater, pour avoir du sel dedans, parce que quand tu cours, tu transpires, tu perds beaucoup de sel, en fait. Donc, je prenais le Mieltonia, c'est une marque de miel, quoi. C'est une marque française de miel. Enfin, c'est énorme, quoi. Tu vois, c'est un produit naturel, quoi. C'est un sucre qui est vraiment euh, c'est facilement assimilable par le corps. Donc ça, c'est un produit qui est top. Salomon, Salomon, c'est une énorme marque avec des produits très techniques. Oui, c'est une marque qui est assez coûteuse, assez onéreuse. Voilà, des produits. Mais il faut bien comprendre aussi que pas mal de ces produits sont
très technique. Et ça, c'est la recherche et il faut la payer, cette recherche, tu vois, pour faire évoluer les produits, pour aller toujours de l'avant, plus léger, plus costaud, plus machin, plus truc. Bah, voilà. Et donc, je prône cette marque parce que, voilà, quand tu la testes, bah, bah, c'est bien, quoi. C'est quand même une des meilleures marques du marché dans le monde du trail, quoi. Voilà. Mais là où tu es ambassadeur, finalement, c'est des produits dans lesquels tu crois, que tu as testé et qui correspondent à tes valeurs. C'est pas juste dire, voilà, je suis ambassadeur d'une marque parce que ça va m'apporter telle chose ou telle chose. C'est vraiment en lien avec ta philosophie et ta personnalité. Donc, c'est quand même Exactement. déjà Ah ouais, louable. moi, tu vois, par exemple, on m'a demandé de faire de la pub pour un tapis avec, tu sais, des petits picots, un tapis relaxant, c'est tapis avec des petits picots. Moi, j'ai dit, pas de problème. Par contre, j'en parle pas tout de suite quand je l'ai reçu. Vous me laissez plusieurs mois Pour pour que je le teste. expérimenter, pour Voilà, tester. expérimenter. Moi, si ça me convient pas, je vous le remballe et je vous le renvoie. Non, tu pourras le garder. Enfin, moi, j'étais prêt à le renvoyer, quoi. Même si c'était à mes frais, c'est pas grave. Je veux pas garder un truc. Enfin, tu vois, prôner, par exemple, le miel. C'est-à-dire, si je te parle miel Tonia, c'est ce que j'ai toujours dit. Qu'on m'envoie 15 cartons pour me remercier de miel et que je mange pas, j'en fais quoi? Je vais stocker ça où? Enfin, ça me sert à rien, tu vois. Moi, je suis pas payé pour. De toute façon, je suis pas payé, tu vois. Je fais pas. J'ai pas un compte qui permet après, comme peut-être certains, de faire de la pub et te dire mettez Lolo 25 et puis bah, je touche une com sur la vente de Ouais, c'est produits. Tu ça. vois. Moi, je touche rien. Quand j'ai des codes promo, j'ai juste un code promo et parfois les mecs me disent, enfin quand me disaient ah tiens t'as eu deux trois commandes à ton nom. Bah, voilà. Après certains sont payés. Moi, je suis pas un influenceur qui va se faire payer. Je j'ai pas envie parce que si je me fais payer, je me dis ah, attends pourquoi je mets en avant ce produit? Est-ce que c'est parce que je suis payé ou est-ce que c'est parce que ce produit vraiment je l'aime? Ben, tu vois, par exemple, le tapis, après, je l'ai testé, j'ai vu ce que c'était et j'en ai parlé. J'ai montré sur des stories sur Insta, voilà, que j'utilisais ce tapis qui me permettait de me relaxer le dos, que c'était difficile au départ, qu'il fallait commencer à mettre sur un truc mou, après garder quand même le t-shirt et au fur et à mesure enlever et puis finir sur un sol dur directement sur le tapis. Mais voilà, après, je suis pas ambassadeur, mais j'en ai parlé parce on me l'a filé, que je l'ai testé, que je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est en un certain temps d'utilisation, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, Voilà. bah Laurent, je vais pas te demander sur quel réseau on peut te retrouver, parce que voilà, on a compris qu'Instagram était Ouais. ton réseau principal. Moi, j'avais une Et dernière je me question, cache pas. Et je et tu me ne te cache caches pas. pas. C'est Laurent Desmet. Donc, je mettrai les liens également, hein, si les gens veulent te rejoindre et voir, voilà, la bonne humeur qui se dégage de ton compte. C'est ce que j'ai vu en premier, hein. Je dis, D'accord. c'est quelqu'un qui a du dynamisme, toujours la banane. Donc, en ce contexte un petit peu morose, ça fait du bien également. Et l'échange qu'on a aujourd'hui, c'est exactement de la même nature. Quels seraient tes objectifs pour 2021? Si on se projette là, on a des courses potentielles qui vont se dérouler. Tu viserais quoi? Bah, franchement, pour l'instant, moi, je préfère, honnêtement, comme tu disais, ne rien viser, attendre que les choses se passent et qu'on voit l'évolution un petit peu de la pandémie, quoi, savoir où on va pour savoir est-ce que réellement des courses vont être faites, dans quelles conditions elles vont être faites, parce que voilà, moi, je veux pas forcément faire toute une course avec un masque sur la tête. Je veux pouvoir faire des longues distances, comme je t'ai dit. Alors, tu m'avais posé la question, je crois que j'ai un petit peu oublié parce que tu as dû remarquer, j'ai un petit peu bavard. Je me projette pas pour faire des grandes distances, de monter à 200 km, mais j'aimerais bien reprendre du 100 km, 150, voire aller jusqu'à 180 grand maximum. Tu vois, 160, déjà, c'est un maximum. Peut-être après faire des courses à étapes. Voilà. Mais je, ils partent du principe certainement de ne plus mettre de ravitaillement, d'accord, pour éviter justement les contaminations, de pas de ravitaillement, mais que les gens puissent partir avec leur sac. Et tu peux pas faire moi je me vois pas faire avec un sac de 20 kilos un trail, quoi. Donc ça va être des plus courtes distances. J'ai envie de les expérimenter certainement, mais j'ai envie de pouvoir aller recourir en me disant voilà, il y a des ravitaux, on fait attention, ou au moins qu'on puisse avoir sur les ravitaux notre matos mis à disposition par des gens qui nous suivent. Enfin voilà, j'ai envie qu'on puisse reprendre un petit peu ça et pas faire la course avec un masque ou arriver au ravito avoir un masque et ne quasiment rien avoir le droit de prendre, quoi, parce que finalement si tu mets la main dans les tucs ou dans enfin, tu vois, c'est bon, tu contamines tout le monde. Donc,
moi, tout ça, ça me fait un peu peur. Donc, pour l'instant, comme je vois pas encore comment ça se passe les courses 2021, pour l'instant, moi, il n'y a pas de course. Moi, ce que j'ai envie, c'est peut-être me faire des week-ends à la montagne, retrouver des gens qui me suivent sur les réseaux, essayer de se dire, est-ce que ça te dit, je loue un truc à tel endroit, on se fait une petite communauté et on se fait, vous me faites découvrir euh, votre terrain de jeu, tu vois, essayer d'aller à différents endroits, découvrir le terrain de jeu des uns et des autres, quoi. Plus faire ça, plus faire du off, plus peut-être aller sur des courses qui auront été annulées pour se les faire en off. En off, Comme ouais. on a, ouais, tu vois, faire par exemple le Mont Ventoux qui est annulé, et ben te dire peut-être avec deux trois potes, allez on y va, voilà, on fait attention, chacun prend un logement et puis on fait la course, enfin on fait la course, on fait la sortie avec le barda sur le dos, mais en off, tu vois, où on garde une distance, on n'est pas en train de se tirer la bourre, on passe un bon moment quoi, avec toi à y être maximum 3-4 quoi. Voilà, c'est Donc ça, 2021 sera sportif pour toi, mais avec ouais, le plaisir et sans forcément un dossard sur le maillot. Eh bien, écoute, ouais. Laurent, on a passé presque 1 heure et demie ensemble. Je te remercie. C'est vrai que tu es bavard, mais bon, on est entre profs, on est tranquillement installés, donc il n'y a aucun souci. Un grand merci à toi pour ta disponibilité, pour ton dynamisme et ta bonne humeur. Les notes de l'épisode comporteront tous les liens sur lesquels on peut te retrouver. Et puis, je vais te souhaiter de bonnes vacances. Elles approchent. Ouais, elles approchent et puis bah là, je vais partir la première semaine. Je pars lundi seulement, mais je pars une semaine aux Deux Alpes. Donc il va y avoir, on va sortir le splitboard Salomon, la première. Donc c'est une petite planche qui se découpe pour faire ski de rando en fait et redescendre en snowboard. Il y aura de la randonnée raquette et bien évidemment du trail dans la neige. Ça va être bon ça. Donc, vacances sportives. Un grand Ouais, merci ouais. à toi pour cet Merci à toi. épisode. C'est moi qui te remercie. Merci de m'avoir contacté. Merci de m'avoir posé toutes ces questions, avoir permis de m'exprimer sur pas mal de sujets. C'est très gentil de ta part. Je te remercie. Et puis, je te souhaite à toi également aussi de très bonnes vacances. Alors moi, ce sera dans une Sportives, semaine. j'espère. Sportive, oui. On va continuer. Je vais continuer à courir. C'est prévu. Et puis, on n'est pas très loin. Hein. On est du Loiret tous les deux. Donc, je pense qu'on devrait Ouais. arriver à se trouver un moment pour trotter quelques kilomètres ensemble. Un grand merci à Avec toi, en grand tout cas. plaisir. Ça marche. Je te remercie beaucoup. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, bon week-end à vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.